Ce savoir-être, on a vu qu'il était intéressant d'être conforme à notre tempérament, à notre conception même. Et il faut qu'on travaille cette dimension-là. Et donc la question de l'autorité se pose à partir de ce point-là, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va partir de ça, savoir-être de personne et pas seulement savoir-être de professionnel. Donc quand je dis ça s'assume, ça s'affine, c'est-à-dire qu'il faut, ça s'assume, c'est-à-dire être soi-même, et ça s'affine, il ne faut pas être non plus seulement brut de décoffrage, bien évidemment, on reste professionnel. Alors je vous avais parlé de ça ce matin, de voir non pas comment vous pouvez construire votre autorité, mais finalement partir de ce que les élèves perturbateurs considèrent comme un bon enseignant. Donc on retourne complètement le sujet. Donc c'est encore une étude de Bernard Ray dont je vous ai déjà parlé ce matin sur les pratiques constructivistes ou transmissives. Vous vous souvenez ce qu'il avait répondu, enfin ce qu'il avait trouvé au bout du chemin. Là, il a interrogé ces élèves-là. Alors c'est des plus grands que ceux que vous avez dans vos classes, bien évidemment. C'est ceux qui se souviennent finalement, ou alors qui sont encore élèves au collège, et voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'avoir un enseignant qui n'est pas seulement un professionnel de l'enseignement, mais qui est quelqu'un qui est une personne. Voilà, qui s'engage en tant que personne. On a déjà abordé cette question ce matin. Donc, il n'est pas seulement un professeur. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans nos pratiques professionnelles, de se dire qu'il faut qu'on engage une part de nous-mêmes. Dans le second degré, ils ont peut-être encore un peu plus de mal que nous sur ces questions-là, parce que nous, on a cette relation un peu privilégiée avec le même élève pendant 6 heures par jour, toute l'année. Et puis on connaît la fratrie depuis longtemps, on l'a toute la journée. Ça change un peu la relation. Et avec les familles qu'on connaît bien, les enfants sont apportés donc à l'école par la famille, ainsi de suite. Donc il y a des échanges, une proximité qui fait qu'il y a cette relation de personne. Alors, moi j'aurais tendance à vous conseiller ça. Si vous voulez gagner en autorité, il faut oser risquer votre personne dans cette relation. Alors l'idée, ça n'est pas de basculer dans la démagogie, c'est de rester sur la crête de la dune, c'est-à-dire un côté lumineux, là on va dire, du côté du professeur, avec cette distance qui doit s'opérer, cette asymétrie, oserais-je dire, parce que c'est vous qui prenez les décisions, on ne va pas tomber dans la démagogie de la négociation avec les enfants. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais clairement les enfants n'ont pas encore les capacités de pouvoir définir leurs propres règles, donc ils peuvent les comprendre, mais vous admettez que c'est à vous de les décider. Donc ça, c'est le côté professoral. De l'autre côté, effectivement, sans intrusion, il est intéressant, disent-ils, que l'on s'intéresse à eux. Voilà, à leur passion, à ce qui les anime. J'ai vu tout à l'heure, en allant à ce petit restaurant sympathique, que les enseignants qui croisaient leurs anciens élèves étaient dans cette attitude. S'intéressaient pas seulement à l'élève, là, c'était bien une relation de personne à personne, avec le respect que cela implique, puisque cette asymétrie était là, puisque vous êtes le professeur, mais vous n'êtes pas que ça. Et puis, vous-même, vous pouvez parler un peu de vous, sans voyeurisme, bien évidemment. Tout ce qui vous plaît, de toute façon, est nul à leurs yeux, mais c'est pas grave. Ils aiment que vous ayez aussi des passions, ils n'attendent pas que vous ayez les mêmes qu'eux. Voilà. Donc, on réfléchit à cette idée, donc, en termes de professionnel qui est aussi une personne. L'élève perturbateur, difficile, attend de vous que vous soyez conforme au modèle, c'est-à-dire au modèle que lui s'est fait. Il s'est construit ce modèle, et vous êtes donc quelqu'un de bizarre de toute façon, parce que vous êtes un enseignant, donc vous ne serez jamais comme ses parents ou comme d'autres personnes qu'il croise. Vous êtes un enseignant, vous êtes bizarre, votre statut vous rend bizarre de toute façon, mais vous devez être conforme à leur modèle. Donc, je vous donne ce petit exemple, conforme au modèle, c'est que lorsque j'ai débuté dans ce métier, à 20 ans, on débutait tôt à cette époque, parce qu'on n'avait que le bac en fait, et j'arrive dans cette école et effectivement, les parents n'étaient pas heureux de me voir,
comme je pense certains parents ne sont pas heureux de voir arriver un contractuel dans une classe, parce que c'était mieux d'avoir la classe parallèle, donc dans le CM2, c'était le directeur qui avait l'autre CM2. Alors forcément, entre moi et le CM2, le directeur, il préférait avoir le directeur, ce que je peux concevoir. L'inspectrice était venue me voir, elle avait dit, même monsieur Battu, bon, je ne sais pas quoi faire, mais mettez un peu de blanc sur vos baskets. Ce qui laissait entendre que j'étais peut-être un peu débridé en tant que profil d'enseignant. Et ça m'avait énervé fortement, je ne vous le cache pas, et j'ai demandé à mes élèves, grands élèves, puisqu'ils étaient de CM2, de me dire ce qu'ils considéraient être un enseignant, un bon enseignant, un enseignant comme ils aimeraient qu'il soit. Peut-être pas comme moi donc. Et je me rappelle de cette réponse écrite, c'était une production écrite, d'un élève qui m'avait dit, un professeur, ça a un costume vert. Voilà. Donc le costume, je voyais bien, mais vert, je voyais pas. Donc, et c'est là que je me suis dit, voilà, dans leur perception, c'est quelqu'un qui est conforme à leur modèle, mais quand même bizarre. Voilà. Donc j'ai gardé cette idée-là. Donc assumez ce que vous êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre là non plus, une fois de plus. Alors ils attendent de vous de la rigueur. Et là, le professeur qui a de l'autorité, c'est celui qui a de la rigueur, non pas dans la sévérité, dans l'autoritarisme, mais dans le fait qu'il fait ce qu'il a dit, tout simplement. Donc, de la rigueur, des règles bien structurées, comme on l'a dit entre nous. Et si vous commencez à dire, bon, on avait dit ça, mais on ne va pas le faire, vous perdez autorité. Et si, comme je vous l'ai dit ce matin, on perd autorité soi-même, mais aussi on dévalue la règle puisqu'on s'aperçoit qu'on ne l'utilise pas au moment où on doit l'utiliser. D'accord ? Donc cette rigueur, vous l'imposez vraiment. Toute remise en cause des règles prescrites, toute indécision disqualifie l'enseignant, mais aussi la règle que vous avez définie. C'est important, on va parler tout à l'heure du protocole, c'est un point de base. Donc la base, c'est on fait ce qu'on a dit et on l'applique avec une certaine froideur. Ça ne veut pas dire qu'on doit être vilain ou qu'on ne doit pas prendre en considération un certain nombre d'aspects circonstanciels de la situation. Ils attendent de vous, vous voyez, ce qu'ils n'ont pas eu peut-être de leurs parents, c'est-à-dire quelque chose de prévisible et de constant. Voilà, ils savent exprimer cette idée qu'ils ont besoin d'être contenus et que vous devez être contenant avec eux, d'être sûr. Alors, si vous avez telle démarche, eh bien, il faut l'appliquer tout le temps. Il ne faut pas qu'un matin, vous arriviez avec une humeur tout à fait différente, même si on vous respecte en tant que personne. Avec votre tempérament, il y a des limites. Ils attendent cette constante. Ils détestent en clair les professeurs qui les piègent. Voilà. Ils se sentent toujours piégés. Ça veut dire quoi, piéger ? Je vais expliquer cette image. C'est que lors des évaluations, il n'est pas rare qu'on leur demande de faire quelque chose qui est plus complexe finalement que tout ce qui a été fait en amont. Cette espèce d'idée qu'il faut une cerise sur le gâteau à la fin, alors que l'évaluation, normalement, on le fait sur le travail ordinaire, au contraire, on le fait sur plutôt la partie basique de ce qui a été appris, et ils sont toujours surpris donc de ne pas retrouver dans l'évaluation ce qu'ils ont fait pendant la semaine d'entraînement qui précédait. Et donc, ils trouvent que vous les piégez, qu'on les piège. Bon, je comprends cette idée. Je suis d'accord avec eux que l'évaluation doit plutôt être sur ce que l'on a, sur le socle finalement de ce que l'on a appris, plutôt que de vouloir absolument qu'on mobilise une pluralité de compétences très complexes, et ça ne va pas marcher. Donc je vous invite, si vous voulez qu'ils vous respectent à ce niveau-là, eh bien de fonctionner avec des phares et des rétros, c'est-à-dire en tout cas que le rétro sert à rappeler tout ce qui a été fait en amont, que vous établissiez des liens clairs avec tout ce qui a été appris en amont pour qu'ils puissent se préparer à cette évaluation et donc qu'ils ne soient pas surpris par ce qui va se passer, éventuellement que vous ayez défini des critères de réussite. Bref, voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez bien, l'élève difficile, lui, il les repère pas. Mais le bon élève, lui, il a compris tout ça. Il sait comment vous fonctionnez. Vous voyez, c'est pour ça que l'enfant d'enseignant, il est en réussite à l'école. Parce que lui, il sait comment ça fonctionne un institut. Alors que les autres, non. Tout d'un coup, ils apprennent ça, que vous allez leur demander des trucs auxquels ils ne s'attendaient pas.
s'il vous plaît, si vous voulez qu'ils vous respectent à ce niveau-là, il faut absolument que vous leur donniez les éléments, pas faire à leur place, c'est pas l'idée, qu'ils sachent là où ils doivent aller. Donc, rétroaction, feedback, on leur donne les éléments, on réfléchit ensemble à tout ce qu'il va falloir mobiliser, et puis en fait, phare, c'est-à-dire on leur explique là où on va, on est explicite sur votre demande. Vous devez faire ça, j'attends de vous ça, c'est précis. Et là, vous ne les piégez pas. Au début, j'étais surpris par le fait que ces élèves très perturbateurs aimaient deux types d'activités, entre autres. Ils aimaient la poésie et ils aimaient les dictées. Alors, je m'étais mis dans l'idée que c'était très sympathique que les élèves perturbateurs adorent la poésie. Mais en fait, je vous laisse deviner pourquoi ils aiment la poésie. On la prend par cœur, on la restitue, c'est simple, c'est net, c'est précis. Et on sait si on va avoir une bonne note. On n'est pas piégé à ce moment-là. La dictée, c'est exactement la même chose. Tu as appris ta dictée, tu as ta note. Tu as fait des fautes, tu as ta note. Si tu n'as pas de faute, tu as ta note. Si tu n'as pas appris, tu as ta note et c'est de ta faute. Donc c'est pour ça qu'ils aiment ce type d'évaluation. Alors je ne dis pas que l'école n'invite pas à faire que ce type d'évaluation. Mais si c'est des évaluations plus complexes, il faut les informer sur d'où ça vient et où ça va. Ils attendent de vous beaucoup de sincérité. Alors, soyez sûr que si vous n'êtes pas sincère, ça, ils le sentent à des kilomètres. Surtout ceux-là, qui sont habitués à ça. Donc, la sincérité, pour moi, c'est même le maître mot de tout cet ensemble-là. Vous devez être sincère avec eux. Ça rejoint cette idée de personne. Ça rejoint cette idée de leur donner les éléments pour qu'ils puissent réussir leurs évaluations. La sincérité, c'est j'applique le règlement. C'est pas moi qui l'improvise tout d'un coup, comme ça. Je suis obligé d'aller dans ce sens. Donc la sincérité, c'est celui qui est honnête et franc. Même avec eux qui ne le seraient peut-être pas. C'est comme ça. Il va falloir que vous puissiez vous détacher de ça pour être sincère. C'est celui qui assume qui il est. Il ne met pas de faux nez. Il n'essaie pas de tromper son monde. C'est celui qui reste lui-même. Donc quelqu'un de bizarre, vous avez compris, et ainsi de suite. Et qui est stable, on l'a vu. Donc je vais passer vite parce que ça, on vient de le développer. Alors c'est quelqu'un qui ose être sur un mode affectif, discrètement affectif. L'idée n'est pas de tomber en empathie dans une relation où on serre les enfants dans les bras, où on les met sur les genoux. C'est pas du tout ça l'idée, on reste professionnel, mais de pouvoir avoir cette touche d'humanité discrète, cette sensibilité à ces petits êtres est à leurs yeux absolument indispensable. Ils doivent le sentir. Ils ne doivent pas sentir une froideur que vous n'êtes pas en train d'être empathique avec eux. Donc c'est à vous de trouver la bonne distance, bien évidemment, vous le comprenez, mais souvent on nous explique en formation initiale qu'il ne faut pas être là-dedans. Je pense que lorsqu'on n'est pas là-dedans, il est possible de faire un petit retour et de bien mesurer la bonne distance qui doit être la nôtre. C'est vrai qu'on le dit en formation initiale parce qu'on a des jeunes collègues qui fonctionnent comme s'ils étaient en animation ou en loisir. Donc évidemment, ça n'est pas souhaitable. Vous êtes le représentant de l'institution, c'est vous qui transmettez le savoir, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas de pouvoir avoir ce temps-là. Ils adorent que vous aidiez les camarades, alors eux-mêmes ou les autres. Et ça, j'ai bien aimé cette remarque, c'est-à-dire en clair que contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils n'ont pas cette espèce d'autocentration égoïste qui ferait qu'ils jalouseraient le fait que vous alliez aider tel autre élève. Ils adorent l'idée que vous aidiez tout le monde, en clair, et que eux, en tant que classe, je vais dire en communauté d'apprentissage, on pourrait dire c'est ça une classe, c'est une communauté d'apprentissage. On apprend ensemble, et bien que chacun de ses membres apprend à son juste besoin, on rejoint la différenciation, à son juste besoin, et l'enseignant ajuste son étayage aux besoins de chacun. Et ils ne prennent pas ombrage du fait que celui-ci a été plus aidé que d'autres. Au contraire, ils vous sont reconnaissants que vous puissiez faire ce travail. En l'occurrence, on en parlait encore tout à l'heure, c'est vrai que des fois, c'est je fais mon cours et puis avance ceux qui peuvent avancer. Je crois que c'est un peu dangereux et le professeur qui fait ça, il est respecté ou il est craint parce qu'on a peur de la note, mais il n'est pas apprécié pour les bonnes raisons.
Alors, il l'exprime pas comme ça, le postulat d'éducabilité, mais il voudrait que vous continuiez à croire en eux, même si, même lorsqu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas, même s'ils ont recommencé dans leur travers, même s'ils n'y arrivent pas, ils attendent de vous que vous appliquiez ce fameux postulat d'éducabilité, c'est-à-dire que tout le monde va apprendre. Il n'y a pas d'enfants qui vont sortir comme ça d'une manière naturelle du système éducatif. On a toujours la possibilité de continuer à apprendre. Oubliez cette idée-là, évidemment. C'est dramatique et pour le coup, c'est pas professionnel. Et en tout cas, eux, ils attendent ça de vous, que vous puissiez avoir cette ambition pour eux, malgré tout, d'essayer de les aider à continuer. Et vous voyez, on est positionné là sur le savoir, c'est-à-dire continuer à leur apprendre, pas seulement à être empathique là pour le coup, mais bien à se centrer sur le savoir. Alors finalement, c'est assez simple, construire l'autorité. Moi, longtemps, j'ai cru que l'autorité, c'était ceux qui l'avaient, ceux qui ne l'avaient pas. Et je me suis aperçu que ceux qui l'avaient, c'est simplement qu'ils appliquaient les règles qu'on vient de définir là, de manière plus naturelle que ceux qui ont dû y réfléchir. En clair, si vous appliquez l'ensemble de ces règles, vous aurez cette fameuse autorité naturelle. Ça ne voudra pas dire que vous allez réussir et qu'il ne va pas y avoir des élèves qui vont criser et que vous n'allez pas faire des erreurs et que vous n'allez pas avoir le cœur qui bat à des moments donnés parce que c'est trop terrible ce qui est en train de vous arriver à cause de cet élève. N'empêche que sur cette base-là, vous allez construire quelque chose. Donc si on doit se résumer, le professeur chahuté, nous dit Patrick Rayoux qui écrit un des livres qui est là-bas chez Retz, le professeur chahuté est celui qui, forçant sa nature, ne parvient pas à unifier le dire et le faire. Je crois que ça résume à peu près tout ce qu'on s'est dit là sur cette affaire. Écrit bien Patrick Rayoux, je ne sais pas faire une belle phrase comme ça, je lui ai donc volé sa phrase, mais il la signe quand même. Alors, si on résume tout ça dans une espèce de modélisation, la première étape, c'est de se montrer sincère dans la relation avec l'élève enfant. Deuxièmement, osez engager une part de vous-même dans cette relation. Ne pas rester trop à distance, trop à l'extérieur, trop froid. Donc vous engagez comme personne dans votre humanité, dans cette relation. Vous vous risquez dans cette relation, parce qu'évidemment, lorsqu'on avance son pied dans ce terrain dont je viens de parler, évidemment, il ne faut pas se faire happer. Vous êtes là dans une relation avec un élève singulier, particulier, qui lui-même va devoir faire ce pas en avant vers vous. C'est engager une part de soi-même dans cette affaire, ça n'est pas sans risque. Oh, c'est pas un gros risque, hein. Le plus gros risque, c'est surtout de rester autoritaire et de s'imaginer que ça va suffire. Il faut, par contre, si vous voulez être assuré de ne pas basculer effectivement, avoir construit de votre côté un peu de certitude. Certitude dans ce que vous êtes en train de faire, certitude dans vos options pédagogiques, certitude dans la mission qui est la vôtre. Si vous êtes trop en doute, effectivement, vous allez avoir du mal à renvoyer à l'élève quelque chose de solide. Donc, il faut, et vous voyez là encore, on rejoint cette idée, pour avoir des certitudes, eh bien, il faut être dans ces certitudes, c'est-à-dire appliquer ce qui est conforme à vos certitudes et ne pas essayer de pratiquer autre chose. Et là, ce que je vous dis, les conseils que je vous donne, vous allez évidemment chacun les utiliser avec votre tempérament, avec la façon dont vous allez le vouloir. Certains se disent, oui, c'est bien gentil, mais moi je vais être un peu plus autoritaire quand même. D'autres, ah oui, mais non, mais je ne vais pas engager cette part personnelle trop. Chacun va le faire évidemment avec son tempérament. Et enfin, dernier élément, on en a parlé ce matin, c'est d'avoir une certaine souplesse pour accueillir la différence. C'est-à-dire, j'appelle ça donc une flexibilité identitaire. C'est un terme un peu complexe, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire en clair qu'il faut être flexible pour accueillir la différence de l'autre et le considérer donc, on l'a dit, comme valable, valide, même s'il n'est pas complètement en phase avec ce que nous défendons. Il est construit avec ça et donc à nous de partir avec cet ensemble.
Donc si vous appliquez ça avec du temps, je ne m'inquiète pas sur donc l'autorité que vous allez pouvoir poser auprès de vos élèves, sachant que vous avez vu ces élèves perturbateurs, au-delà du fait d'être très pénibles, de vous embêter tout le temps, de venir vous chercher de ci, de là, n'empêche qu'à la fin de la fin, vous voyez comment ils vous perçoivent. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont construit de vous une image qui serait différente de ce que l'on vient de voir. Et ils vous considèrent comme une personne, même si ils vous bousculent gravement. Alors, vous voulez dire que les règles de la maison ne sont pas celles de l'école. De toute façon, ça c'est logique. Et en même temps, vous allez imposer vos règles parce que les règles sociétales sont d'ailleurs assez proches de celles de l'école, hein, finalement, même si on est beaucoup plus tolérant d'ailleurs. Et celles de la famille, elles seront toujours différentes. Donc comment on arrive, on en a discuté déjà un peu ça de ce matin, comment on arrive finalement à passer de l'un à l'autre? Moi je crois que c'est d'abord en rendant valables les valeurs familiales. C'est-à-dire en acceptant cette idée que les valeurs ne sont pas identiques et de les amener petit à petit à ce chemin-là. Mais vous êtes en Ulysse, donc en Ulysse, vous avez des élèves qui sont en situation de handicap. Vous êtes dans des situations très très compliquées. Hein. Et donc on va, sur les élèves en situation de handicap, on va peut-être le voir tout à l'heure, on va lâcher sur certaines ambitions malheureusement. On va être obligé de lâcher sur certaines ambitions et vous allez faire celles qui vous semblent les plus importantes. Et donc je ne sais pas quand vous employez le terme de transfert, ce que vous vouliez dire par rapport à ça. Plutôt que la figure d'autorité est bien identifiée, Ouais. Et que tout passe par là. Mais le jour où l'enseignant, vous n'êtes pas là, la figure d'autorité, quelle qu'il soit, oui, n'est plus là, oui, tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire parce qu'effectivement, c'est une relation interpersonnelle qui s'est construite dans votre classe Ulysse. Que d'autre part, ils sont en général, c'est une classe ouverte, je suppose, ils ont une classe de rattachement, que généralement, ils ont beaucoup souffert avant d'arriver là, et qu'ils ont réussi à trouver en vous un pôle d'attache très rassurant, et ils ne veulent pas le quitter, et c'est normal. Et alors après, c'est des enfants qui, comme on l'a dit ce matin, tout ce qui est transition, tout ce qui est passage, tout ce qui est changement, leur fait violence. Donc vous venez leur apporter un réconfort, ils arrivent à bien fonctionner dans ce cadre, et puis vous partez. Donc là, ça leur rappelle des choses, et ça les violente, là pour le coup. Donc effectivement, ce n'est pas les règles de l'école qui sont instaurées, c'est bien la relation qui est établie avec vous. Et donc vous, effectivement, il faut que, pour le coup, vous arriviez à vous dégager d'une relation un petit peu trop personnelle, intrapersonnelle, et peut-être moins affective. Effectivement, il faut leur apprendre à se dégager de vous. Hein. Donc là, c'est le contre-transfert pour le coup. Et voilà, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça va un peu pas à l'opposé de ce que je dis, mais on voit qu'on a une prudence à avoir par rapport à ça. Il faut pas d'excès. Hein. Mais voilà, votre mission elle est très compliquée, toujours compliquée. Tous les matins, il faut recommencer. Et en même temps, c'est assez génial parce que si vous vous y trouvez bien, vous devez avoir quelques retours quand même positifs.